Alors, mes très chers, en attendant l'arrivée de quelques personnalités qui sont conviées à assister à notre conférence inédite, en la présence de notre invité, Dr Malika Hamidi, que je présente, et peut-être que cette présentation ne suffirait pas à relever ou à cristalliser toute l'œuvre, tous les efforts et tout le parcours, à la fois intellectuel, à la fois académique, à la fois peut-être même spirituel, mais surtout sociologique, universitaire, professionnel. Et pour ne citer que ces points, je rajouterai aussi le point aussi de la recherche, hein, parce que vous êtes chercheur, docteur Malika Hamidi, associé au laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs africains, Afrique et diaspora, ce qu'on appelle par le cycle ASPAD, de l'université de Gaston Berger, de Saint-Louis, au Sénégal. Vous êtes donc chercheur actif actuellement, mais vous êtes surtout docteur en sociologie de l'École des hautes études des sciences sociales, l'EHESS de Paris. Vous avez fait et travaillé sur une thèse très intéressante pour ceux qui ne connaissent pas cette thèse, mais pour pouvoir peut-être, j'ouvre une parenthèse, accéder à la thèse, il faudrait passer par l'ouvrage qu'on va discuter avec vous et que vous allez nous présenter ce soir. Donc, vous êtes sociologue de formation, vous êtes chercheur, vous êtes également membre associé à l'étranger au Centre d'analyse d'intervention sociologique. Vous êtes quelque part écrivaine, vous écrivez beaucoup d'articles, donc vous intervenez aussi au niveau international, donc au-delà de la Belgique. Donc, vous intervenez au niveau de l'international, européen, africain, voire même Proche-Orient. Je vois même aussi des efforts, enfin, en tout cas des esquisses d'œuvres et de sensibilisation par rapport à la question du féminisme de manière générale, mais par rapport à la question des enjeux du féminisme musulman qui vise aussi certaines mondialisations, l'Asie et bientôt les États-Unis, je l'espère en tout cas. Et alors je rappelle aussi que vous avez publié beaucoup d'articles, vous avez beaucoup de publications collectives et vous avez notamment une publication qui est un peu la clé de votre œuvre, de la thèse, hein, de cette thèse de recherche, qui est ce livre ou cet ouvrage, pour ne pas dire une œuvre. On en discutera sur l'évolution aussi du statut de cette publication depuis 2012 et qui porte le titre « Un féminisme musulman » et pourquoi pas, préfacé, je le rappelle, pour nos éditeurs et auditrices par Alain Grèche, hein, qu'on n'a pas besoin de présenter à nouveau, qui est une référence, si vous voulez, européenne et mondiale dans le journalisme et un fin connaisseur des questions de l'islam, du racisme, de la discrimination, pour ne citer que ces quelques points. C'est une œuvre, donc cet ouvrage, cette publication Un féminisme musulman et pourquoi pas, édité bien sûr, alors, et réédité, édité et réédité chez l'édition de l'Aube, a fait quelque part, si vous voulez, à mon humble avis, je me suis permis de regarder un petit peu l'évolution de cette publication et de son écho au niveau des médias, fait beaucoup de bruit, souvent assez positivement ces derniers temps, en tout cas ces dernières années, et ça, il faudrait le signaler de manière incontestable, et devient quelque part une œuvre à l'instar de toutes les œuvres, voire toutes les personnalités qui ont fondé ce qu'on appelle le courant du féminisme musulman, du féminisme islamique, on reviendra sur la distinction, et qui concourt aujourd'hui pour les femmes musulmanes à travers le monde à une prise de conscience, une prise en charge, prise du pouvoir. Hein, vous parlez aussi de cette notion, prendre le pouvoir, j'utilise l'expression à bras le corps, prendre le pouvoir à tous les degrés, à tous les plans,
des femmes pour proposer une relecture, une refondation du rapport entre la révélation, entre ce qui nous unit à travers le monde, l'universel de cette révélation, et en rapport avec les défis et les enjeux de l'actualité, notamment en Europe et en Occident, mais aussi en Orient. Alors, cette présentation, même si elle paraît longue, en réalité, elle est brève, au vu de tous les éléments que j'aurais pu citer, que je pourrais citer. Mais alors, en attendant, docteur Dahri. Oui, oui. Merci beaucoup, docteur Boumediene. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En réalité, je me réjouis de cette rencontre parce qu'elle présente une occasion pour moi de vous retrouver, de retrouver surtout notre amie et sœur, docteur Malika Hamidi, une femme de référence, une femme de défi et une femme qui défend une cause. Vraiment, j'aimerais bien m'incliner devant Malika Hamidi par reconnaissance parce qu'elle a accepté de soulever le tabou, le défi et de traiter un sujet un peu polémique parce que la majorité des gens, une majorité des non-musulmans voient que l'islam est une religion masculine, que la femme musulmane est effacée, et que la femme soumise, que la femme musulmane est soumise, que la femme musulmane elle est battue au nom de l'islam dans des situations de contestation, de présentation d'avis, etc. Ils ne savent pas que l'islam donne une place prioritaire et fondamentale pour la femme, surtout dans la direction de la famille et le choix de l'orientation de la famille. Ils ne savent pas que notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a donné une recommandation. Sa dernière recommandation avant de mourir a été: il faut s'occuper, il faut respecter vos femmes. La femme musulmane, malheureusement, est une victime de la sous-estimation de l'extérieur, n'est pas de la sous-estimation de l'islam, parce que l'islam, il donne une place prioritaire et fondamentale aux femmes. Ici, vous êtes mieux placé, monsieur Boumediene, professeur Boumediene, docteur Malika Hamidi, mieux placé que moi pour confirmer que la femme musulmane avait un rôle fondamental même dans le choix politique et social dans le début de la constitution de l'islam, avec le prophète Mohammed qui a consulté ces femmes, qui a donné beaucoup de respect à ces femmes et beaucoup d'amour aussi à ces femmes. Malheureusement, le sujet du féminisme en islam, il est traité par beaucoup d'ignorance et beaucoup d'islamophobie et beaucoup de haine vers les musulmans. Ils ne savent pas, les gens les négationnistes qui détestent ou qui nient l'existence d'un rôle des femmes en islam ne savent pas les détails et le contenu noble qui a donné l'islam pour les femmes. J'aimerais bien profiter de l'occasion de l'existence de Malika Hamidi pour soutenir toutes les femmes battues, quoi qu'en soit leur religion, appartenance ethnique, religieuse et tout, toutes les femmes battues, j'aimerais bien saluer toutes les femmes victimes de discrimination, d'exclusion, d'harcèlement, parce que la femme maintenant, elle est victime de l'harcèlement dans la rue, dans l'école, dans le travail, mais surtout, permettez-moi, je me permets, en tant que responsable au sein de la coordination suisse, des organisations suisses et islamiques et qui voient des victimes, j'aimerais bien tirer l'alarme sur l'harcèlement, la sous-estimation, l'exclusion, l'islamophobie subie par la femme musulmane. Aujourd'hui, dans
en Europe et en Occident, on dit, on lève le voix sur la liberté, sur l'acceptation de la différence, etc. Mais le pratique, il est complètement différent. On aime interroger les systèmes politiques et sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes crédible vraiment avec vos énoncés juridiques, idéologiques, etc. Est-ce que vous acceptez la femme voilée, par exemple? Est-ce que vous êtes solidaire avec la femme voilée, sous-estimée, exclue, discriminée? Même ici, en Suisse, même ici, on ne parle pas même des femmes voilées, même une femme non voilée mais musulmane, elle est sous-estimée. On voit dans la fonction publique, etc., une logique de clientélisme, de camaraderie qui règne. On voit des cas d'exclusion des femmes d'origine arabe et musulmane, malgré qu'ils ne sont pas voilés, mais il y a la sous-estimation. Et nous sommes heureux et honorés par notre travail que nous sommes en train de faire avec Cabinet Ben Yahi et Institut Kalima dans le cadre de notre groupe qui vient d'être créé, SOS Islamophobie Suisse. Nous sommes en train de recenser les témoignages des femmes victimes, des femmes musulmanes victimes d'exclusion et d'harcèlement, rien que pour scandaliser les criminels. Parce que exclure quelqu'un, c'est un crime insupportable. Merci beaucoup. Merci infiniment, docteur Darlé, qui est président du CRI, donc vous l'aviez reconnu, l'association CRI Voix des Victimes, et vice-président du CAIOS, donc coordination des organisations islamiques suisses. Nous nous honorons de vous avoir avec nous, docteur Malika Hamidi, mais avant de vous céder la parole, au nom de l'Institut Kalima, qui vous invite aussi en partenariat avec le CAIOS, je donne la parole au professeur et au président du CAIOS, docteur Farhad Afshara. À vous la parole. Si vous voulez juste décocher votre micro. Alors, le micro ne fonctionne pas, docteur. C'est à vous d'ouvrir le micro. Oui, attendez. Hop, voilà. Et voilà, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous, mes chers. J'ai le plaisir de m'exprimer au nom de KIOS lors de cette conférence organisée par l'Institut Kalima en partenariat avec nous et qui accueille Dr Malik Hamidi pour discuter de son livre très intéressant pour les femmes musulmanes européennes. Notre mission est de veiller à représenter toutes musulmanes et musulmans en Suisse et toute organisation affiliée à notre coordination la plus ancienne en Suisse. Nous défendons l'intérêt des citoyens suisses musulmans, mais aussi des citoyens européens pour les grandes causes de la dignité, du droit, de la justice et de la libération des compétences que regorge notre communauté. Les femmes représentant absolument le pilier de toute société de paix et de droit se redresser. Les défis sont nombreux et les enjeux colossaux pour l'avenir de nos enfants. Alors soyez actifs et rejoignez le KIOS, vous les associations, les organisations, les fondations, les structures, les représentantes des citoyens musulmans, que vous soyez de telle ou de telle sensibilité religieuse islamique. L'intérêt commun de l'union des musulmans est par-dessus tout. Bonne conférence, mes salutations, mes chers bienvenue, chère madame, c'est un plaisir de vous recueillir ici. Merci infiniment, président. Merci, docteur Afshara, pour ce mot inaugural. Je cède la parole alors à notre cher invité, docteur Malika Hamidi, qui va procéder, si vous voulez, à la présentation de cette œuvre. Et on reviendra plus tard, bien sûr, peut-être à la discussion de quelques aspects fondamentaux de cette œuvre. À vous la parole, docteur Hamidi.
Merci. D'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Que la paix soit en nous, en vous et autour de nous. Et je vous remercie très chaleureusement de cette invitation. Justement, dans un contexte actuellement crispé à l'endroit de l'islam, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Occident francophone. Je vous remercie infiniment, professeur Boumedienne, professeur Abdelali, monsieur Farhad. Je suis aussi émue devant tant d'éloges. Alors d'abord, Boumedienne autour de l'ouvrage. C'est vrai que Boumedienne soutient mon travail. Depuis que l'on s'est rencontrés, il y a plus d'un an, hein, où on a partagé un panel ensemble il y a un an, en fait, autour de la question, et j'ai été nourrie aussi de toute son approche absolument édifiante sur la question féminine. Merci. Donc, merci pour la présentation aussi, élogieuse, je suis honorée. Merci beaucoup Abdelali pour cette magnifique… Vous avez fait ma conférence sur la question de la femme, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci de rappeler l'essentiel et l'essence même du message de l'islam. Merci Monsieur Farhad Afshar, je suis ravie de faire votre connaissance. Et j'espère, Inch'Allah, pouvoir venir en Suisse et tous vous rencontrer en présentiel pour réfléchir justement aux enjeux relatifs à l'islam au féminin, que ce soit en Suisse, au-delà des frontières. Et aussi, je pense véritablement qu'il y a… la question de la femme en islam est devenue une question transnationale et ça me paraît tellement essentiel de pouvoir… coordonner les luttes. Je suis intervenue justement il y a quelques mois lors du vote de la loi contre le niqab et j'ai fait connaissance avec un tissu associatif féminin suisse extrêmement dynamique et en tout cas si mon travail, mes modestes réflexions et mon ouvrage a pu impulser des réflexions, apporter des clés de compréhension au-delà des communautés musulmanes, puisque l'ouvrage, justement, s'inscrit dans cette perspective d'être un outil qui puisse répondre aux questionnements de tout un chacun, que ce soit dans le monde associatif, militant, politique ou académique, et ce qui a fait d'ailleurs le choix, ce qui a été mon choix d'être publié dans une maison d'édition grand public que je remercie au passage puisqu'effectivement l'ouvrage a été publié en 2017 et il a été réédité en format poche en 2020. Je remercie la maison d'édition pour ce cadeau. Et puis aussi, effectivement, l'ouvrage étant en format poche et moins cher, il est donc plus accessible. Et je le vois un petit peu sur les retours que j'ai sur mon compte Instagram de toute cette jeunesse qui se sentent en tout cas, qui se retrouvent en fait dans cet écrit. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, cet ouvrage, d'abord pour introduire, c'est de rappeler que l'ouvrage est issu de cette thèse doctorale que j'ai effectuée à l'école de hautes études en sciences sociales sous la direction de Farhad Khosrow-Kabar et qui a été soutenue en 2015 et qui est le fruit donc d'un travail de recherche, mais qui a d'abord été impulsé par cet engagement sur le terrain français à l'époque. Et effectivement, Alain Grèche, que je remercie aussi d'avoir préfacé l'ouvrage, m'avait encouragé à faire un travail scientifique sur la question du féminisme musulman, puisqu'à l'époque, en 2006, nous nous étions croisés à un colloque à l'UNESCO. C'est vrai que on était dans les prémices du débat. Voilà, on commençait à débattre de ce concept qui semblait être un oxymore, qui est encore très mal connu du public francophone, puisque la majorité des ouvrages ou des articles étaient en langue anglaise. Nous avions organisé ce colloque qui a donné naissance d'ailleurs à un ouvrage collectif, Existe-t-il un féminisme musulman, si mes souvenirs sont bons, qui est publié d'ailleurs aux éditions L'Harmattan.
Donc, c'est à cette époque-là que je me suis engagée dans ce travail de thèse, d'une certaine manière aussi pour acter scientifiquement d'un mouvement de femmes, d'un mouvement d'un mouvement de pensée et d'action. Alors, cet ouvrage, donc, qui est tiré de cette thèse doctorale et dont le titre est Un féminisme musulman et pourquoi pas, et que je rappelle à chaque fois que je dois présenter cet ouvrage que le titre est un hommage à Christine Delphy, grande figure de proue du féminisme français, qui effectivement, lors d'une conférence, avait dit qu'il désormais, elle constatait, donc elle s'était battue notamment contre la loi sur le foulard qui avait été votée en 2004, et nous étions un groupe de femmes d'horizons divers, nous nous réunissions et Christine Delphy faisait partie de ces femmes-là. Nous avions créé le collectif des féministes pour l'égalité à l'époque, et elle dit un jour lors d'une soirée au Trianon en 2005, elle constate, elle est chercheure à l'époque au CNRS, et elle dit il existe désormais un lien inextricable entre féminisme et islam, un féminisme musulman et pourquoi pas. Et donc elle lance cette phrase et je trouvais c'était un très chouette credo puisqu'elle mettait les pieds dans le plat, parler de féminisme dans une religion jugée oppressante. J'ai trouvé que dans le titre il y avait toute cette interrogation, mais aussi cette passion que certaines femmes ont aujourd'hui lorsqu'elles promeuvent ce féminisme musulman. Donc l'ouvrage, il s'articule autour de deux principales parties que je vais exposer ici. Donc une partie qui revient sur l'approche un petit peu théorique et théologique de ce qu'est le féminisme musulman. Et puis je reviens aussi et surtout sur le féminisme musulman en Europe francophone et ce que ça implique comme débat, notamment dans les réseaux féministes dits mainstream, les mouvements féministes dominants. Alors, depuis les années 70, c'est vrai que de nombreuses musulmanes de différentes classes sociales, de la bourgeoisie des milieux modestes et le monde rural, participent activement à ce qu'on appelle le réveil de l'islam et à ce renouveau féminin dans le monde arabo-musulman, même s'il faut rappeler que les premiers courants féministes dans le monde musulman datent du début du XXe siècle. Donc, à la fin des années 80, on a des revendications féministes qui se font entendre dans les sociétés majoritairement musulmanes, comme en Iran d'ailleurs, pays que l'on considère comme étant le berceau du féminisme musulman, mais aussi pays dans lequel l'islam politique avait le vent en poupe. Et donc, dans le courant des années 90, on a un mouvement de pensée au féminin qui voit progressivement le jour et qui s'articule autour de trois grandes priorités. Une relecture de la charia dans son interprétation la plus stricte, l'affirmation de l'égalité absolue entre tous les êtres humains et la justice sociale comme étant la résultante de l'égalité des genres. Et donc, la nouveauté de cette fin de XXe siècle, c'est que la promotion et la diffusion d'un discours sur le genre en islam qui est produit par des femmes, par les femmes, pour les femmes, des femmes qui se posent comme sujet de leur histoire, mais aussi comme intellectuelles, et qui s'adresse à l'ensemble des femmes, questionne aujourd'hui le rapport aux sources scripturaires, au corpus religieux. Et la deuxième nouveauté en cette fin de XXe siècle, c'est que ces femmes définissent, elles élaborent ce que nous définissons comme étant une herméneutique, l'exégèse notamment des principaux contenus du texte féministe en islam, doublée d'une analyse genrée. Alors rappelons que le débat concernant la question du féminisme musulman a commencé en février 1994 quand Afzaneh Najmabadi, qui est une intellectuelle iranienne, elle a donné une conférence à l'école des études orientales et africaines de l'Université de Londres. Et cette dernière, elle présente le féminisme musulman comme un mouvement de réforme qui invite à un dialogue notamment entre féministes religieuses et laïques. Rappelons les liens dans les combats entre les féministes religieuses et laïques en Iran. D'ailleurs, j'ai écrit un article qui, j'espère, verra le jour en 2022, probablement dans le cadre d'un ouvrage collectif que je coordonne, où je fais tout un article sur le féminisme islamique en Iran. Donc aujourd'hui, les intellectuels et les militantes musulmanes ont la formation, elles ont aussi les connaissances nécessaires pour déconstruire les idées reçues sur le rapport entre l'islam et le patriarcat. Et donc, la notion de genre, qui est un outil d'analyse, qui est né aux États-Unis, je le rappelle, est aujourd'hui incontournable dans le monde universitaire, à tel point que les chercheuses et les théologiennes chrétiennes, juives et musulmanes, d'ailleurs,
l'adoptent pour interroger les lectures traditionnelles de leurs écritures respectives. Donc, ces femmes musulmanes, ce que je rappelle dans l'ouvrage, et je cite toute une pléthore d'intellectuels, Amina Wadoud, Asma Barlas, Rifat Hassan, Ziba Mir Hosseini, qui sont des intellectuels qui ont écrit en langue anglaise et qui sont engagés dans ce qu'on appelle en anglais ce scholar activism, donc tout ce travail intellectuel engagé, parce que ce sont des femmes engagées sur le terrain qui promeuvent une pensée féministe musulmane, mais qui s'assurent aussi que la réforme s'opère sur le terrain. Donc, elles se sont engagées dans une relecture et une interprétation dynamique des textes afin de réformer les lois injustes à l'égard des femmes. Et c'est ce qu'elles nomment l'approche contextuelle des sources scripturaires. Donc, ce que je rappelle aussi, c'est que le monde musulman connaît deux grands courants quant au rapport au texte sacré. Le courant traditionnaliste, qui est associé à une lecture littérale du corpus religieux, et le courant moderniste, qui fait la promotion d'une réforme de l'islam qui doit répondre aux défis de la modernité. C'est ça tout le travail des féministes musulmanes. Et donc, l'enjeu n'est pas seulement de soumettre le texte au contexte sociopolitique lorsqu'il s'agit de l'interpréter, mais la difficulté majeure va résider dans la méthodologie qui va permettre d'accéder à l'essence du Coran et d'en faire un texte passé, présent et futur. Donc, les intellectuels féministes musulmanes, toujours d'un point de vue théorique, elles vont mettre en évidence que les sources scripturaires ont été révélées expressément pour le bien-être de l'humanité, ce qui se traduit par les 4 principes fondamentaux de la loi islamique que je rappelle: la protection de la foi, la protection de la vie, la protection de la dignité humaine et la protection des biens. Je rappelle, la protection de la foi, la protection de la vie, la protection de la dignité humaine et la protection des biens. Et ce sont ces 4 principes de protection que ces féministes musulmanes mettent au cœur de tout effort d'interprétation pour développer des modèles herméneutiques qui vont refléter l'esprit égalitaire et libérateur du Coran. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'un point de vue théorique, ces féministes musulmanes, elles vont rappeler que pour arriver justement et pour franchir, la première étape à franchir pour développer une lecture du Coran dans une perspective féministe, c'est l'affirmation de la primauté du texte, la mise à distance de l'auteur et l'appropriation du texte combinée à une approche historique de la révélation. Et l'application de l'approche historiciste, dont parle, et on reviendra dessus, Fazlur Rahman, c'est une stratégie méthodologique intéressante pour une analyse dite féministe du Coran. Et là, on voit que ces propositions théoriques d'historiciser le texte et des versets relatifs aux femmes va être, d'un point de vue, encore une fois, théorique, le projet du féminisme musulman pour lutter contre ce que j'appelle l'oppression textuelle. Donc ça, c'est toute la partie qui revient sur la théorie, sur ce qu'est le mouvement de pensée féministe musulman. Et quand on en vient au contexte francophone, puisque c'est de ce contexte-là, c'est le contexte qui nous intéresse ici, et c'est aussi mon terrain de recherche, donc je partage dans cet ouvrage. Je rappelle que la priorité du féminisme musulman en Europe serait de redéfinir les concepts fondamentaux du dit féminisme en fonction d'un contexte en pleine mutation sociale et politique. Et que donc des notions comme la maîtrise de son corps, l'autonomie ou la modernité peuvent se marier conceptuellement avec des références nouvelles qui deviennent alors un enrichissement pour les mouvements féministes en Occident. Donc, j'explique dans mon ouvrage comment la cartographie du mouvement féministe va être bouleversée par l'avènement de ces féministes musulmanes qui vont s'engager dans les mouvements féministes justement pour lutter contre cette loi islamophobe, anticléricale, une loi raciste et sexiste, comme l'a rappelé beaucoup de féministes en France. Et donc, notamment lorsqu'il y a eu les débats autour de foulard. Et en effet, ce débat sur le foulard islamique va faire émerger des problématiques nouvelles qui ont alors modifié la substance politique et sociale de la rhétorique féministe mainstream en France et qui va être justement déterminante pour l'avenir. En France, par exemple, la principale question
lorsque nous avons été confrontés à la question du foulard, elle était relative à la République en danger. Une République en danger face à la menace islamiste pour les uns, alors que les autres n'ont eu de cesse de dénoncer l'inconscient néocolonial français qui gangrène une certaine classe politique et intellectuelle en France. Et donc, la présence des féministes musulmanes a improvisé un débat au-delà du voile et du féminisme sur des concepts extrêmement complexes et tabous, comme les inconscients coloniaux ou le racisme, qui dégrade la France, notamment dans son rapport à ses minorités. Donc, en effet, le débat autour du foulard a révélé une profonde crise philosophique, une crise idéologique, une crise politique autour des concepts qui faisaient jadis l'unanimité, des notions telles que la République, la démocratie, la laïcité, l'émancipation des femmes ont divisé les mouvements sociaux parce qu'au-delà des mots, le sens a créé des oppositions au sein de la société civile pour certains, qui s'est même désolidarisé. On a vu des tensions qui ont émergé au grand jour, des langues se sont déliées, et en effet, le symbole religieux, le foulard, le débat autour du foulard a amené à des discussions au-delà de la question religieuse, en plein cœur de la République. Donc, dans mon ouvrage, je reprends tout ça, j'explique comment le mouvement féministe a été divisé. Il y avait celles qui étaient pour la loi, celles qui étaient contre la loi, et puis il y avait les indécises. Et donc, pour moi, faire une recherche, un cadre académique sur cette question a été pour moi à la fois une démarche au départ, une démarche d'intellectuels engagés, une démarche militante et politique, car il fallait donner un crédit scientifique aux femmes musulmanes, entre autres habituellement silenciées, parce que dérangeantes et subversives. Rappelons que cette nouvelle génération de femmes qui s'est battue, qui se bat encore contre la loi, que ce soit la loi contre le foulard, mais aujourd'hui, on a cette loi en France contre le séparatisme. Et puis en Suisse, hein, vous n'êtes pas épargnés de ces débats-là. Il y a cette volonté de silencier ces femmes. Et donc, cet ouvrage permet aujourd'hui la confrontation de la pluralité des idées, la pluralité des idées et surtout des perspectives du féminisme islamique, et que ce débat se passe dans cet ouvrage. J'appelle un cadre serein et critique. Un cadre serein et critique, que ce soit de la part des mouvements féministes, de la société civile non musulmane, comme de la société civile musulmane. Donc, dans un prochain ouvrage, je vais mettre en évidence la transnationalisation de cet état d'esprit qui, effectivement, du local à l'international, est en train aujourd'hui d'impacter l'avenir des femmes musulmanes du monde, car aujourd'hui, le féminisme islamique s'est normalisé dans l'inconscient collectif, et je crois qu'il n'est plus un mouvement minoritaire parmi les femmes musulmanes. De plus en plus d'ouvrages sur le féminisme musulman sont traduits en langue française. L'ouvrage d'Amina Wadoud, Le Coran et les femmes, a été traduit en français dernièrement par les éditions Tarkiz, d'ailleurs une maison d'édition tunisienne, qui a traduit l'ouvrage d'Amina Wadoud, qui avait été écrit en 1994 et qui est traduit aujourd'hui et qui fait écho aujourd'hui chez cette jeunesse féministe musulmane dans le monde francophone. Donc la complexité de la pensée, ces concepts et ces perspectives sont désormais appropriés par les femmes et par les hommes, musulmans ou non. Et d'ailleurs, ma recherche a démontré que le féminisme islamique est un mouvement inclusif et hétérogène, malgré la spécificité de chaque pays. Rappelons que le féminisme musulman en Iran n'est pas le féminisme musulman d'Europe, qui n'est pas le féminisme musulman d'Indonésie, etc. Chaque mouvement féministe musulman se contextualise en fonction de ses luttes. Cela étant, ma question aujourd'hui, c'est de se demander quelle est la prochaine étape. Parce qu'après des années d'échanges intensifs et passionnés, aujourd'hui, des attentes se font ressentir à la mesure des espoirs dont est porteur ce mouvement de femmes. Je crois que des horizons sont en train de s'ouvrir et les femmes musulmanes aujourd'hui sont véritablement en train de se réapproprier des concepts, se réapproprier leur religion. C'est en tant que femmes de foi, à partir de leur mémoire, à partir de leur histoire, à partir de leurs blessures, qu'elles sont en train de construire un message de paix dont la source est véritablement leur foi, leur spiritualité, avec laquelle elles doivent essayer de composer finalement dans un contexte qui voudrait justement les marginaliser parce que justement
l'élan est un élan spirituel dans une société où justement aujourd'hui on voudrait malheureusement invisibiliser, j'ai envie de dire, la foi, le rapport au religieux. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés de plus en plus sécularisées où le rapport à la foi devient problématique et c'est tout l'enjeu aujourd'hui que les femmes musulmanes, les féministes musulmanes sont en train de relever et je crois qu'elles sont en très bonne voie. Voilà pour la présentation. Merci infiniment, docteur Malika Hamidi. Alors, beaucoup de questions jaillissent, si vous voulez, de la part de cette présentation générale, mais à la fois centrale, si vous voulez, de votre ouvrage. Alors, peut-être, si vous me permettez, je mets l'accent sur un aspect ou deux dans un premier temps, avant de donner la parole, peut-être ouvrir la parole aux questions, aux participants. Alors, j'ai eu l'occasion, bien sûr, et le privilège, si vous voulez, de lire le livre il y a plus d'une année, et je me suis replongé dans cet ouvrage pour préparer, si vous voulez, cette rencontre. Et ce qui m'a frappé, c'est que, alors sur le plan, bien sûr, si vous voulez, académique, il y a beaucoup de choses fondamentales, rigoureuses qui font que, quelque part, et c'est mon aime la vie, hein, c'est mon avis personnel, vous avez réussi à réconcilier un petit peu le scientifique et l'humain, hein, par cet ouvrage, et ça c'est très important parce qu'il y a un travail, c'est un travail de fond, d'aller chercher, hein, vous le savez très très bien. Aujourd'hui, il s'agit, quand on écrit ou quand on travaille sur une recherche, il faudrait souvent sourcer. Hein. On a toujours cette histoire de source. Et bien sûr, je relève aussi un petit peu le parfum, si vous voulez, ou l'aspect particulier de votre formation, hein, formation profonde de sociologue en sociologie, ou plutôt de manière générale en sciences humaines, ou sciences de l'homme, hein, pour comme ça viser les deux dimensions. Il y a aussi la dimension des sciences de l'homme. Ce qui m'a frappé, alors 3 ou 4 choses m'ont frappé, mais je vais en prendre qu'une seule, c'est que vous passez en passant en revue toutes ces grandes figures, hein, à partir des années, peut-être depuis un petit siècle, même si vous mettez cela en lien un petit peu avec le contexte prophétique, quelque part, parce que le texte, il a un rapport avec l'événement prophétique, l'événement de la révélation divine à Mohammed, alayhi salam. Donc vous citez, et d'ailleurs vous citez même, un exemple de travail, un atelier de travail concret sur une divergence, si vous voulez, une correction de Aïcha, la femme du prophète, par rapport à Abu Huraira, pour ne citer que cet exemple, et que cet exemple soit illustre, que les femmes illustre en réalité que les femmes ont été présentes dès le début. Ça a été rappelé aussi par le président Dahri, l'Oustad Dahri, au début, ça a été rappelé, si vous voulez, en prémisse par votre présentation. Ce qui est vraiment frappant, c'est que toutes ces femmes, Amina Wadoud, à la tête, si vous voulez, à tout ce groupe, quelque part, l'égérie, alors je ne sais pas si vraiment elle représente l'égérie, parce que, en tout cas dans la modernité ou dans la récente modernité historique, hein, synchronique, et à l'image des véritables matrices ou exemples qui sont les femmes du prophète, la famille, les filles du prophète, les salam. Toutes ces phases, docteur Malika Hamidi, nous conduisent en réalité à postuler, parce que vous théorisez en réalité le réel. Et cette théorisation du réel par rapport aux enjeux et aux défis par rapport aux femmes musulmanes, notamment en Europe, mais en tout cas ça a vocation mondiale. Moi, je ne pourrais pas lire le livre seulement avec des lunettes européennes ou des lunettes nationales, si vous voulez, parce que ce sont des questions qui frappent le monde entier, qui frappent la condition féminine depuis des siècles et des siècles. Le plus frappant, c'est que
il y a cette dichotomie, alors qu'en sachant que le féminisme lui-même musulman efface les dichotomies, vous l'avez bien rappelé dans votre ouvrage, hein, il n'y a pas une question de religieux laïque, etc. Ces dichotomies contradictoires qui créent les frictions et les oppositions entre les êtres et notamment les femmes, en tout cas les femmes et les hommes, pour pouvoir rétablir cette égalité qui est foncière et qui est à la fois attestée dans la révélation, mais surtout qui a été mise en lumière par votre ouvrage, le réel du contexte ou du substrat social fait jaillir qu'en réalité la problématique est chez les hommes. Hein, et c'est tout ce travail de réformisme. Le terme réformisme, il est très récurrent dans votre ouvrage, au point il est en opposition avec traditionnalisme, hein, pour ne citer que ce point-là, je pourrais citer aussi notre point, et réformisme aussi qui pourrait même être assimilé, qui pourrait même avoir cette signification profonde du féminisme lui-même. Et ça, c'était frappant, en relisant un petit peu votre ouvrage, si vous voulez, de manière beaucoup plus apaisée, parce que la première fois, je l'avais lu vraiment de manière, si vous me permettez, assez express. J'allais véritablement sur les chapitres qui m'intéressaient et les sections qui m'intéressaient, notamment l'herméneutique, sur laquelle on va revenir un peu plus tard, parce que c'est le cœur même et le pilier même de tout ce travail scientifique humain, réformiste, musulman et islamique, hein, pour citer les deux vocations, hein, et pour distinguer les strates, si vous voulez, du langage, avant de donner la parole au docteur Bahri. Réformisme, féminisme, est-ce que c'est pour vous? C'est une signification, le rapprochement sémantique est possible, est-ce qu'il est avéré ou est-ce qu'il est absolument la base fondatrice de ce projet qui a vocation pour les femmes musulmanes à travers le monde? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Alors, effectivement, d'abord, merci pour cette magnifique mise en chantier de mon ouvrage, de cette relecture, cette expertise décapante, osons le mot, docteur Boumedienne. Vraiment, merci beaucoup. Et effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est que le réformisme, et d'ailleurs toutes en tout cas les principales actrices intellectuelles engagées dans ce mouvement-là se définissent comme, en tout cas définissent leur approche en tant que réformatrices. Alors, moi, mon identité, rappelons-le, je ne suis pas théologienne, je suis sociologue, hein, donc j'observe un mouvement qui est en train de bouleverser l'avenir des femmes et des hommes, puisque la question de la femme est une question d'homme, et des femmes donc qui sont théologiennes et qui sont en train de rappeler que des concepts et des outils ont été élaborés afin de faciliter justement la tâche des exégètes dans une perspective réformiste. Donc c'est dans la perspective réformiste qu'elles disent que ce féminisme musulman est jouable, est tenable. Parce qu'effectivement, les femmes musulmanes, féministes intellectuelles engagées, lorsqu'elles viennent avec ce projet de lutte contre l'oppression sexuelle et textuelle, elles sont titillées par les savants du texte. Elles se considèrent comme les savantes du contexte, mais les savants du texte les questionnent. Et pour reprendre l'exemple d'Amina Wadud, vous avez raison, Boumedienne, de rappeler, elle est considérée comme une des figures de proue du féminisme musulman, même si elle, au départ, n'utilisait pas et ne se définissait pas comme féministe musulmane. Elle se définissait comme femme de foi, pour qui la question de l'égalité entre les genres devait être régulée, approchée dans une perspective réformiste. Et donc, elle rappelle, et d'ailleurs, c'est la méthodologie qu'elle utilise dans son ouvrage de référence
qui a été traduit en français, je le rappelle, Le Coran et la femme, aux éditions Tarkiz. Elle prend l'exemple de, et je le cite dans l'ouvrage, du professeur Boumedienne, lorsque je dis que nous sommes aujourd'hui à l'apogée, à l'aube d'une théologie féministe en islam. Elle se réfère à Naïm Jinnah, donc Naïm Jinnah qui est auteur, journaliste et assistant en Sciences Po à l'université à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est un célèbre leader de la communauté musulmane et des mouvements pacifistes anticapitalistes en Afrique du Sud. Elle se réfère donc à Paul Ricoeur. Donc, elle se réfère à Naïm Jinnah, qui lui se réfère à Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, je rappelle, qui est un des intellectuels les plus influents du XXe siècle. Un intellectuel aussi bien par la richesse de sa pensée qu'en matière d'herméneutique, justement. Et il a, lui, développé des outils théoriques pour interpréter les Écritures saintes. Wow. Et donc, c'est à ce titre que Naïm Jinnah, il se demande si la méthodologie de Paul Ricoeur peut être appliquée aux sources scripturaires islamiques en étant combinée aux outils de l'intellectuel Fazlur Rahman, qui est considéré comme un réformiste de son temps et qui a apporté d'ailleurs une contribution étonnante en rejetant ce qu'il appelle l'approche atomistique en faveur justement de l'approche holistique pour interpréter le Coran, car lui, Fazlur Rahman, dans son approche réformiste, son principal objectif, c'est de replacer le corpus religieux dans son contexte. Et donc, Naïm Jinnah, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce que la méthodologie de Paul Ricoeur peut être combinée aux outils de l'intellectuel Fazlur Rahman, réformiste musulman, pour élaborer un cadre théorique pour interpréter le Coran dans une perspective féministe. Et donc, il reprend, et là, je vous renvoie à l'ouvrage, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il reprend les 3 clés herméneutiques, ce qu'il appelle les 3 clés herméneutiques et théologiques d'une interprétation féministe selon lui, et les 3 clés théologiques et herméneutiques qui font référence à des concepts coraniques et qui selon lui, sont essentiels au développement d'une herméneutique féministe islamique, sont le tawhid, la taqwa et la justice. Et donc, il dit que en termes d'interprétation du Coran, les intellectuels, cette constellation d'intellectuels féministes musulmanes se nourrissent de cette approche-là, de cette méthodologie-là, de cette méthode herméneutique de Paul Ricoeur, combinée à l'approche historiciste, réformiste de Fazlur Rahman, qui, selon elle, pourrait être une stratégie méthodologique intéressante pour une analyse féministe du Coran. Merci infiniment, docteur. La parole est à docteur Dahri. Vous souhaitez prendre la parole? Je m'excuse d'abord pour la fuite de sang de ma fille. Il est agité avec les pluies. J'aimerais bien signaler quelque chose. Est-ce que, docteur Malika Hamidi, est-ce que vous pensez que l'Occident, il essaie de trouver une évaluation, une idée un peu basée sur un patrimoine colonialiste de la culture musulmane, de l'histoire musulmane et orientale en général. Parce qu'on oublie que dans beaucoup de pays arabes et musulmans, on a commencé la libération des femmes, à donner des femmes des droits comme droit de vote, etc. Même avant, par exemple, en Tunisie, on a commencé à donner le droit de vote aux femmes dans les années 60, même avant la Suisse, même avant la France. On oublie que, par exemple, la femme musulmane a joué un rôle important dans la décision au sein des mouvements de libération nationale,
comme par exemple Jamila Bouhidra, qui a joué la grande militante algérienne, qui a joué un rôle important dans la libération nationale, mouvement de libération nationale qui a été dirigé par l'élite religieuse, l'ulama, etc. Aussi, chef. Ça, je ne savais pas. Oui. Pardon. J'ai dit ça, je ne savais pas. Ah oui. Le mouvement de Qasba, il est connu aussi. Boumedine, il peut nous parler aussi en Tunisie avec Saïd Al-Manoubiya, avec Shafia Roujdi, même dans le Khilaf al-Othmaniya, avec Sultan Abdelhamid, il consulte sa sœur, sa femme, etc. Ça veut dire on oublie ça. On aime imposer un modèle de féminisme imposé. Soit vous avez ce modèle, soit non, vous êtes anti-féministe, etc. Parce que j'observe quelque chose aussi. Il y a un courant dangereux, un courant négationniste, zamoriste, entre parenthèses, soi-disant un courant de féminisme musulman, mais la vérité, c'est un courant de destruction des principes, des fondements de l'islam. C'est un courant mercenaire, la vérité, mercenaire, qu'il vient comme une réaction de quelques thèses extrémisme. Ça veut dire on répond d'extrémisme par l'extrémisme. Une femme qui prie, une femme qui prêche, soi-disant, etc., sans qu'elle sache les bases de l'islam, on leur présente comme ça, avec un soutien médiatique connu par, etc. On la présente comme une référence de féminisme musulman, etc. Qu'est-ce que vous pensez à propos de ça? C'est délicat. Moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Pour terminer par la fin, je l'ai dit, j'ai dit, nous, ça fait 20 ans qu'on parle de féminisme musulman et on n'a jamais été invité à l'Élysée. Hein. Donc, et les médias ne nous ont pas approchés de la même manière que certaines sont approchées. Soit, on a compris le jeu politique, on a compris le jeu des médias. Peut-être que pour certains, nous ne sommes pas suffisamment ouvertes que pour aller dans certains médias mainstream, même si c'est en train de bouger. Hein. D'ailleurs, Boumediene l'a rappelé, moi, dans le cadre de mon ouvrage, des médias mainstream ont relayé la sortie de l'ouvrage, mais je n'ai pas été reçue à l'Élysée. Bon, tant pis, ce n'est pas mon objectif, Dieu merci, alhamdoulilah. Mais vous avez raison, monsieur Dari, de rappeler, je l'ai dit, le féminisme musulman n'a rien à envier au monde occidental, puisque le féminisme dans le monde arabe existe déjà depuis le début du XXe siècle. Et par contre, là où le bas blesse, c'est que les femmes musulmanes aujourd'hui refusent qu'on leur impose un schéma d'émancipation, puisque nous avons dans la tradition musulmane, et je vous renvoie à une émission que j'ai faite à la RTBF, dans une émission Un jour dans l'histoire, je vous enverrai le lien, et ça a été une émission en 2 parties. Et dans la première partie, je suis revenue sur tout le patrimoine de la tradition musulmane, de Khadija, en passant par toutes ces femmes qui sont des icônes, qui ont contribué à l'âge d'or de l'islam, toutes ces femmes qui étaient philosophes, qui ont formé Ibn Taymiyyah, Shatibi, qui ont formé des femmes qui ont formé des grands savants. Des grands savants ont été formés par des femmes. J'ai rappelé tout ça, le côté rebelle aussi de Aïcha, qui avait effectivement... qui n'hésitait pas à débattre dans les mosquées. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit les femmes musulmanes débattre avec des hommes? J'ai rappelé la figure de Khadija, qui a eu ce rôle essentiel pour le prophète. Elle fait partie des femmes glorieuses. Elle fait partie de ces femmes qui ont donné tellement d'amour, de tendresse et d'affection lorsque le prophète a douté de lui-même et qu'il était effrayé lorsqu'il a reçu la révélation. Enfin, Fatima, la fille du noble prophète qui a cette autorité spirituelle qu'on oublie de rappeler systématiquement. Je trouve que Fatima Zahra, la fille du prophète, trop souvent, on évacue sa figure alors qu'elle est la fille du prophète de l'islam. Elle est la fille de Khadija, une noble dame Khadija, comme on la surnommait, et on évacue sa figure alors qu'elle a cette autorité spirituelle, elle avait cette proximité avec le messager. Donc, je pourrais en parler des heures, mais tout cet âge d'or, je reviens sur cet âge d'or, sur ce patrimoine
qui malheureusement, à partir du 16e, 17e, 18e siècle, on a assisté à la décadence, à la marginalisation des femmes des sphères religieuses pour des raisons économiques surtout. Je rappelle tout ça dans mon ouvrage et je vous enverrai le lien de cette émission que j'ai faite à la RTBF. Tout ça pour dire que l'islam, on peut dire que l'islam est féministe dans son essence, que l'islam a donné un statut juridique aux femmes alors que les femmes étaient enterrées vivantes. Même si aujourd'hui, il faut dire que dans certains pays musulmans, la situation des femmes musulmanes est déplorable, rappelons-le, de la même manière qu'elle est aussi déplorable en France, en Belgique, en Suisse, lorsqu'on est en train de violer un droit inaliénable, à savoir le droit à l'éducation. Merci. J'aimerais bien, permettez-moi, docteur Hamidi, de signaler quelque chose. Hein. Par conviction, au sein de la coordination islamique, coordination des organisations suisses, parce qu'on ne voit pas souvent la femme comme un partenaire dans la décision au sein de l'institution religieuse. Oui, c'est vrai. Nous sommes fiers d'avoir dans la commission exécutive de la coordination islamique suisse, dans le cadre de nos efforts de restructuration, nous avons 5 femmes membres. Bravo. 5 femmes. Et nous sommes la seule par rapport à l'autre. Le processus décisionnel, est-ce que c'est bien dans le processus décisionnel? Oui. Chaque fois, non, même voilà. docteur Afshahar qui a fondé la coordination, il a la même voix que ces femmes. Même docteur Afshahar, il a une affection pour les femmes. C'est lui que j'aimerais bien le saluer. C'est lui qui a insisté d'avoir cette parité et de voix. J'aimerais bien signaler quelque chose, que vous êtes aussi conseillère auprès de la coordination islamique suisse, surtout dans le dialogue entre chiites et sunnites et l'unité de l'islam. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Voilà. Merci à vous. Merci docteur Dari, merci docteur Malika Hamidi. Alors, pour tous ces éclairages, il y a tant de choses à dire et vous avez raison, on pourrait prolonger cette rencontre des heures, voire en proposer des séminaires et des ateliers nationaux et internationaux. Je voudrais très rapidement, peut-être, si vous le permettez, avant de donner la parole aux membres de l'Institut Kalima qui sont présents avec nous et aux invités qui nous ont rejoints depuis le début de votre intervention, docteur. Il y a, je le disais tout à l'heure, cet aspect qui cristallise et qui reflète à la fois un réformisme, alors réformisme bien sûr, qui est un socle, hein, réellement c'est un socle du féminisme, et j'aimerais que vous reveniez très rapidement, mais vraiment une petite phrase, si vous le permettez, sur les distinctions, juste pour éclairer les auditeurs et les auditrices sur l'oxymore, enfin, si vous me permettez, alors vous l'aviez évoqué au début, oxymore qui en réalité ne renvoie point et nullement dos à dos l'islam et les femmes, mais en réalité, peut-on le qualifier du couple parfait? Alors, en une phrase, hein, effectivement, l'islam, selon un certain courant féministe dit mainstream, serait l'antithèse des valeurs que ce courant féministe mainstream souhaite défendre. Et d'un autre côté, pour les musulmanes, le féminisme serait un courant idéologique qui voudrait les émanciper, notamment du voile. Et donc, c'est la raison pour laquelle, vu sous ces deux angles-là, on a l'impression que ce sont deux courants, deux blocs idéologiques qui ne pourraient pas se marier. Or, dans ma thèse, dans l'ouvrage, je rappelle et j'explique que le féminisme et l'islam, pris dans leur essence, ne sont pas étanches. Preuve à la pluie, mais pour ça, je vous renvoie au livre. Merci infiniment, docteur. Alors, peut-être très rapidement, quelques questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à notre honorable invité, Malika Hamidi? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, moi, j'en ai plein. Il y a Salah Eddin, je vois, il y a quelqu'un qui a levé la main, oui. Salah Eddin, alors, est-ce qu'il est là avec nous? Non, je pense par erreur, il a levé. Ah.
Oui. Alors, je vois aussi, alors, notre cher ami Frédéric, wa alaykoum assalam, je vois. Alors, nous avons aussi l'honneur d'avoir avec vous, docteur Malika Hamidi. On a une grande poète, une poète qui est avec nous, la Nada Al-Haj, qui est présente du Liban, je présume. Nada Al-Haj, bonjour, bienvenue à vous. Bonsoir, merci beaucoup et merci pour votre invitation. J'ai été honorée d'écouter les propos du docteur Malika. Machallah. Alors, docteur Nada Al-Haj, quel est votre regard, vous qui êtes poète aussi, qui travaillait aussi sur les questions de la femme, du féminisme arabe, panarabique et islamique. Quel est votre regard? Et est-ce que vous avez une question à adresser à notre cher invité, docteur Malika Hamidi? Vu que moi, je vis dans un pays depuis ma plus tendre enfance et depuis ma naissance qui regroupe 18 confessions, et donc qui vivent ensemble d'une façon très naturelle et très normale. Moi, je suis issue d'une famille chrétienne et j'avais mes amies de classe qui étaient assises à côté de moi. Elles étaient de confession musulmane et dans une école régie par les sœurs, les bonnes sœurs de charité. Donc, jamais, je n'ai senti de différence et on ne parlait pas de ça et c'était vraiment évident de vivre ensemble. Mais après la guerre civile qui a éclaté, alors la politique a divisé les gens suivant leur confession d'une façon brutale et violente, comme si on a été violé par des raisons politiques mais fausses. Elles ne sont pas de la politique. C'était seulement pour justifier des guerres. Mais durant cette période qui a été très longue, aucune fois les gens, les Libanais, ont cessé de subsister ensemble. C'est-à-dire, vu que les régions ont été disséquées et les chrétiens ont survécu dans une région, les musulmans dans une autre, il y avait beaucoup de facteurs. Nos amis de confession musulmane nous invitaient à venir chez eux pour fuir les combats. Donc, c'était vraiment, ce n'était pas forcé, c'était naturel. C'est pour cela, quand maintenant j'assiste à ce qui se passe en Europe ou bien dans des pays musulmans où la femme est encore oppressée, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, et je comprends bien sûr les raisons qui poussent à manipuler les gens à travers leur religion. Donc, c'est de la pure manipulation. Et ça m'écœure le cœur parce que moi, j'aime l'autre, j'aime la différence, j'aime l'autre qui est entre guillemets différent, mais il n'est pas différent, c'est-à-dire c'est une richesse. J'aime apprendre de l'autre et ça m'enrichit dans mon entité. Et vu que moi, je suis une personne qui écrit, donc je sens que l'écriture est sacrée et la foi est ultimement intime et sacrée. Donc on n'a pas le droit à obliger qui que ce soit de faire n'importe quoi. C'est-à-dire si moi je suis musulmane, je veux porter le voile, je le porte, aucun n'a le droit de porter atteinte à mon intimité et à ma foi. C'est comme cela que je comprends la différence qui enrichit et qui transgresse les apparences. La religion devient maintenant une apparence, mais elle n'est pas une apparence, elle est l'essence de la vie. C'est comme ça que je comprends. Merci infiniment, docteur Nada Al-Haj. Alors peut-être une réaction de docteur Malika Hamidi. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai été très touchée, d'autant plus que j'ai eu
l'occasion de visiter le Liban et de réaliser à quel point le Liban pouvait être un exemple en termes de confrontation des identités plurielles. Fabuleux. Raison pour laquelle je comprends que vous, de là où vous viviez, vous ne compreniez pas le débat qui se passe chez nous en Europe francophone. Oui, je le comprends sûrement socialement, mais je ne l'accepte pas parce on n'a pas le droit pour l'atteinte dans la foi de l'autre. On n'a pas le droit. C'est quelque chose d'évident pour moi, la liberté. C'est quelque chose d'évident. Merci, merci infiniment, Dr Malika Hamidi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois aussi beaucoup de membres de l'Institut Kalima, des amis. Alors, la Sarah Bada, Imana Bada, je vois aussi Madame Leila Dice, une grande femme, un exemple aussi de la spiritualité qui est versée aussi dans la spiritualité vivante que nous connaissons tous les deux. En attendant, peut-être que moi j'ai deux autres questions, si vous me permettez, docteur, à vous poser pour revenir véritablement sur des choses hyper importantes que vous aviez signalées, évoquées ici aujourd'hui et signalées de manière enfin travaillée dans l'ouvrage. C'est la question aussi de la misogynie, si vous voulez, même si c'est un élément minoritaire, la misogynie traditionnaliste masculine, qui a été évoquée d'ailleurs au début dans le postulat de M. Darry, et qui fait aussi, si vous voulez, qui fait tâche aussi à la tradition prophétique, qui fait tâche aussi à toutes les attaques, qui est un étendard facile, un bâton facile donné à tous ceux qui souhaitent critiquer, si vous voulez, l'aspect vivant de la religion. Comment le féminisme, et je mets en lien, si vous voulez, j'anticipe ma dernière question que j'ai prévue quelque part, mais elle est fondamentale parce que je regarde un petit peu ce qui en ressort à peu près de votre ouvrage et de vos interventions durant les dernières années, le lien avec cette notion du féminisme vivant, impactant la société. Un féminisme de combat non pas contre les autres, mais un féminisme de combat d'ailleurs pour soi et pour les autres. In fine, un féminisme 2.0, si vous me permettez. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, chère Malika, là-dessus, s'il vous plaît? Alors, la misogynie, d'abord, rappelons que la misogynie n'est pas propre à l'islam. Ça, c'est quelque chose que je réfute. Il y a autant de misogynes dans les quartiers huppés parisiens que chez les Arabes ou chez les musulmans. La misogynie n'est pas le propre de l'homme arabe. La misogynie dépasse les frontières, dépasse l'appartenance ethnique, raciale et même de la classe sociale. Donc ça, je voudrais quand même rappeler cela. Et justement, je crois que le prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, toute sa vie, il s'est battu justement contre cette dimension culturelle, puisque lorsqu'il y a eu misogynie dans la tradition chez les musulmans, c'était vraiment pour des raisons culturelles. Prenons à titre d'exemple le fait que les femmes étaient encouragées à aller prier à la mosquée. Si on prend le cas de Omar ibn al-Khattab, célèbre compagnon, peut-être que je vais en choquer certains, mais en tout cas, on le sait, c'est répertorié dans la tradition musulmane. Il avait un problème avec ça, avec le fait que les femmes puissent aller seules ou puissent aller prier à la mosquée. Bon, dit de manière un peu raccourcie, ça aurait été mieux que les femmes prient à la maison. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on entend des hommes musulmans dire ça. Oui, mais l'islam autorise la femme à prier à la mosquée, mais c'est mieux qu'elle prie chez elle. Mais le prophète de l'islam a permis aux femmes, il a encouragé les femmes. La mosquée était un espace de savoir, de débat, de discussion, d'échange. Donc, on avait comme ça des petites réactions un petit peu misogynes de la part de certains compagnons qu'il faut, en tout cas, le travail des femmes musulmanes, des féministes musulmanes engagées dans ce projet de lutte contre l'oppression sexuelle et textuelle, c'est de dire cela. C'est de dire que le prophète de l'islam, paix sur lui, a combattu
la misogynie, surtout lorsqu'elle était actée à partir de la culture d'une société arabe, d'une société tribale. Je rappelle, une société où l'homme pouvait avoir des centaines d'épouses, où l'islam est venu réguler. Justement, lorsque l'islam est venu instaurer, l'islam n'a pas instauré la polygamie, arrêtons. L'islam a régulé, a cadré la polygamie, hein, dans une société où les femmes, où les hommes pouvaient épouser jusqu'à 100 femmes. Donc, il y a toutes ces pratiques culturelles misogynes qui n'ont rien à voir avec le message de l'islam. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent les femmes reprennent ces exemples où le prophète de l'islam cousait ses chaussures, il faisait le ménage, il participait aux tâches ménagères. Le prophète de l'islam rappelait que celui qui éduque un garçon et une fille de la même manière, le paradis lui est garanti. Donc, que dire de plus, si ce n'est que l'islam condamne la misogynie. En ce qui concerne le féminisme 2.0, effectivement, ce que j'expliquais dans un article récemment qui est publié dans les cahiers de l'islam et repris aussi sur le site de oumma.com, je disais que le féminisme musulman aujourd'hui est partout accessible grâce aux nouvelles technologies et en particulier grâce à Internet. Donc on est face à une nouvelle vague émancipatrice qui se réclame du 2.0, c'est-à-dire que ce sont des féministes musulmanes qui promeuvent des systèmes de communication indépendants et qui gagnent une véritable visibilité via les réseaux sociaux. Et cette nouvelle forme, moi ce que j'appelle effectivement, tu disais, Médienne, cette forme de prise de pouvoir, cette forme d'empowerment digital et féministe, aujourd'hui permet de dépasser toutes les formes de censure médiatique. Et les femmes aujourd'hui musulmanes 2.0, elles s'autonomisent et elles ne dépendent plus des médias mainstream qui ne leur accordent que très peu de place dans les lignes éditoriales. Donc je crois que ces féministes musulmanes du début du 21e siècle ont créé ce féminisme musulman 2.0 qui est moderne, qui est audacieux et qui est accessible à tous, hommes et femmes, musulmans ou non. Merci infiniment, Dr Malika. Je reviens très rapidement sur un petit point fondamental que vous évoquiez et que tu as évoqué à l'instant, c'est les hommes. Oui. Les hommes, la place des hommes dans ce féminisme musulman ou dans ce féminisme islamique de manière extensive. Quelle est la place réellement, Malika Hamidi? De l'homme. De l'homme. Dans la place, dans le projet féministe musulman. Dans le projet féministe réel à vocation internationale. Oh, moi je pense que, alors, c'est vrai que c'est délicat. Le mouvement MeToo, il faut le dire, a créé un bouleversement en réalité où des langues se sont déliées et où je trouve à tort que les hommes ont été jetés en pâture. Voilà, c'est mon point de vue. Il y a eu des raisons, en tout cas, il y a eu des cas où effectivement il fallait dénoncer les pratiques de certains hommes, mais ce que je déplore, et ce n'est pas Malika Hamidi qui le dit, c'est beaucoup de femmes avec qui j'ai pu échanger, c'est qu'on a l'impression que ce courant a aussi d'une certaine manière monté les hommes contre les femmes. Et le projet féministe musulman n'est pas de monter l'homme et les femmes les uns contre les autres, mais au contraire, les hommes aux côtés des femmes doivent ensemble se battre pour cette égalité entre les genres, telle que le prophète de l'islam, paix sur lui, nous l'a montré et démontré. C'était un homme qui n'avait pas de gêne à verser des larmes, il n'avait pas de gêne à montrer sa sensibilité. Je pense que on le sait tous aujourd'hui, dans chaque être humain, il y a une part féminine et il y a une part masculine. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut pouvoir trouver cet équilibre, se l'approprier, l'accepter et en faire une force. Pour moi, le projet du féminisme aujourd'hui n'est pas un projet contre les hommes, mais c'est un projet avec les hommes. Et dans le monde musulman comme en Occident, nous avons énormément d'alliés, comme vous ce soir d'ailleurs. Merci infiniment. Alors, je dis souvent, j'ai une dernière question, mais il y a tant de questions. Malika Hamidi, on va pas s'éterniser. Alors, on aurait bien aimé peut-être prolonger la rencontre, cette rencontre si exceptionnelle en votre présence qui nous honore. Peut-être que je donne la parole. Est-ce qu'il y a, alors, Madame Samia, enfin, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres de l'Institut Kalima ou de la part des représentants, Dr Afshar ou Dr Dahri? Avant que je vous pose la toute dernière question.
pas ce que j'ai prévu. J'ai une autre toute dernière question. Est-ce qu'il y a des questions? Professeur Afsha, peut-être vous voulez réagir? Non? Docteur Dahri? Alors, je vois, docteur Malika, il y a un consensus de toute manière. Le silence est la marque dans l'enseignement du prophète Mohammed alayhi salam de l'acceptation et de l'agrément. Et je trouve que je crois que le message est largement perçu par nos membres et je l'espère par le biais aussi de cette rencontre que des milliers, voire des centaines de milliers puissent recevoir le message qui est porté dans votre œuvre. Alors bien sûr, de manière, si vous voulez, sociologique. Nous avons, je crois, Frédéric. Oui, Frédéric. Monsieur Frédéric. Salam alaikum. Moi, j'avais une question, mais c'est passé. Mais j'en ai une autre, mais je ne sais pas trop si ça peut. Oui, allez-y. Le docteur, elle vous écoute. Concernant le foulard, on sait très bien qu'aujourd'hui en France, le foulard est un frein pour une femme qu'on puisse travailler dans le secteur professionnel. Ça, on le sait très bien. Beaucoup de femmes ont très peu de chances de trouver un emploi à cause de ça. Quel conseil vous donnerez-vous aux femmes musulmanes justement pour le milieu professionnel, de trouver un emploi et tout ça? Ça joue aussi dans l'émancipation de la femme aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, une question, permettez-moi, docteur, posez les deux questions, comme ça, le docteur. J'excelle là, moi. Très bien, merci infiniment. Ce que je dirais, c'est qu'effectivement, une femme autonome, c'est aussi une question, pour être autonome, c'est aussi une question économique, d'autant plus que dans la tradition musulmane, la femme a cette autonomie financière où elle ne dépend, elle peut ne pas dépendre de l'homme comme… Non, attention, non, j'ai dit des choses… Non, le mari n'a pas à avoir un regard sur son argent, sur ce qu'elle touche, mais par contre, elle est à la charge du mari. Hein, donc, comment? Et c'est un honneur. Et c'est un honneur de pouvoir être à la charge de… En tout cas, le mari a l'obligation de subvenir aux besoins de la femme, alors que la femme peut garder son argent. En tout cas, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le phénomène qui se passe, c'est que nous avons, et vous avez dû vous en rendre compte dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs, de plus en plus de femmes qui créent leur structure, qui créent leur boîte, etc. Et c'est ce que je dis, c'est qu'il faut se battre pour pouvoir garder son foulard. Maintenant, il y a des conditions. Une femme seule, divorcée ou veuve qui doit absolument travailler, il lui est permis de retirer le foulard, même si je crois que si c'est une autorisation, le combat politique est de combattre la loi et de combattre cette islamophobie. Il ne faut pas céder pour celles qui peuvent se le permettre. Continuer de se battre contre cette loi islamophobe. Pour celles qui n'ont pas le choix, c'est de le retirer. Les savants l'ont autorisé. Et puis pour celles qui sont plus créatives, c'est de créer leur structure, leur boîte, etc. Mais c'est ne pas abandonner. Moi, c'est le message que j'essaie de renvoyer parce que si nous, toutes là maintenant, cédons à cette pression, eh bien, d'une certaine manière… cette classe intellectuelle politique islamophobe aura gagné. Or, nous sommes dans un état de droit et la France doit être en cohérence avec les principes démocratiques qu'elle prétend défendre. Merci infiniment. Alors, je rajoute juste un petit, si vous me permettez, docteur Malika, oui. Un complément. J'avais une fois fait une petite intervention là-dessus, justement, sur l'aspect du voile spirituel, enfin une lecture, si vous voulez, beaucoup plus pénétrante du texte, de manière à ressortir un petit peu, à extirper l'essence in fine qui sont vivants et qui traversent les temps et les époques par le biais de la révélation. Et c'est vrai qu'une notion échappe pratiquement à tous, c'est que dans la révélation et dans le texte, vous avez ce qui ressort de cette analyse que j'avais apportée, c'est que le hijab lui-même, ou plutôt si vous voulez, alors le hijab n'est pas utilisé pour désigner concrètement dans la révélation coranique le foulard, mais vous avez le khimar, vous avez le jilbab aussi, un khimar qui s'étale aussi sur les épaules. Mais peu importe les vocables, si vous voulez, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que c'est aussi un symbole de maturité et d'appel vers une maturité spirituelle. Et donc,
ça incombe, si vous voulez, ça nous enjoint à cheminer, à travailler sur nous-mêmes, d'où l'objet, je retrouve ici en écho, si vous voulez, le postulat fondamental de cet ouvrage, je mets en lien, si vous voulez, qui est ce combat de prendre son destin en main, ce combat de ne jamais céder, le rappelait docteur à l'instant, et qui est fondamental. Ne jamais céder, mais qu'on doit avoir une visée, si vous voulez, une vision ascensionnelle. Et de sortir justement de cette vision horizontale, superficielle, nivelée par le bas et parasitée par les débats nationaux, les débats médiatiques, les débats politiques parfois, voire même parfois les débats philosophiques qui retombent à des échelles abyssales malheureusement. Donc c'est un symbole, au-delà de tout, un symbole de maturité spirituelle. Et en ce qui concerne la maturité spirituelle, il faudrait s'armer. Il faudrait, si vous me permettez l'expression, mener ce combat spirituel entre crochets, pour reprendre les mots de ma sœur Malika. Voilà, donc c'est quelque chose d'essentiel qui nous ramène à notre essence et qui est fondamental pour toutes les femmes, mais aussi pour tous les hommes. Et là, on retrouve l'unité de l'homme et de la femme dans les enjeux colossaux qui nous font face et qui faisaient déjà face auparavant aux femmes d'antan et aux hommes d'antan. Alors, la lecture, docteur Malika Hamidi, si vous voulez, traditionnelle ou traditionnaliste, pour pousser un peu à l'extrême les positions classicistes ou classiques, nous offrait une certaine base, mais vous avez raison, aujourd'hui, il faudrait creuser, proposer d'autres outils herméneutiques au sens, non pas au sens bien sûr strictement sensu grec ou au sens philosophique historique, il faudrait aller au-delà et de prendre en considération ce que le réceptacle, le substrat langagier de la langue arabe, langue de la révélation, offre, parce que nous avons des perspectives et des dimensions ici qui dépassent largement, mais infiniment tout ce que, si vous voulez, toutes les lumières de la méthodologie philosophique gréco-romaine ou gréco-latine. Ma dernière question, docteur Malika Hamidi, vu qu'on parle de la spiritualité, d'une spiritualité vivante, où se situe et quel serait le défi spirituel des femmes musulmanes, de ce mouvement réformiste vivant, des femmes musulmanes ou des musulmanes, femmes et spirituelles à la fois, au vu de tous les défis et de toutes les guerres, les grandes guerres à l'intérieur. Ça va être très simple. Je crois que le féminisme est une étape. Le féminisme est une étape pour arriver à une féminité épanouie. Car pour moi, l'objectif, c'est véritablement de revenir à cette libération intérieure, à cette nature féminine que l'on voudrait occulter ou que l'on voudrait utiliser comme un objet. Parler de nature féminine aujourd'hui est problématique parce qu'au nom de la féminité, des femmes sont discriminées et c'est vrai. Mais je crois que l'objectif, c'est d'arriver à pouvoir faire accepter que le féminisme a été un combat, qui est un combat nécessaire, mais que l'objectif en soi, pour moi, c'est cette féminité épanouie et spirituelle, car la véritable libération, au-delà du sociopolitique, c'est cette liberté et cette libération intérieure. Merci. Et pour moi, je pense que c'est l'objectif à atteindre pour être dans cette société, dans la sérénité, la paix intérieure, et finalement à aller au-delà et au-dessus de dépasser tous ces débats nauséabonds qui font qu'aujourd'hui des femmes sont en burn-out, des femmes sont en dépression, etc., etc. Donc, ce serait en tout cas mon souhait, un souhait qui j'espère se réalisera. Peut-être une question un peu d'actualité, si vous le permettez, docteur Malika. Enfin, une toute dernière question, ça fait déjà 10. Quelles sont aujourd'hui, est-ce qu'il y a des initiatives concrètes en Europe ou en Belgique et ailleurs qui sont mises en place
voilà, et dans le féminisme musulman? Voilà. Ah oui, énormément. Hein. Vous avez, en Belgique, vous avez le collectif Kaina, vous avez le collectif des sans-voilés dernièrement. Comme vous savez, nous-mêmes, nous sommes aussi bassinés de nouveau avec les débats relatifs à l'interdiction du foulard, notamment dans les hautes écoles. Donc, le collectif des sans-diplômés, vous avez des collectifs Imazirène, vous avez toute une pléthore de collectifs en France. Le collectif des féministes pour l'égalité qui date d'il y a plus de 20 ans, au moins 20 ans. Le collectif Entaragel en France. Et puis, vous avez en Suisse le collectif des foulards violets, je crois, et toutes ces dynamiques de femmes engagées. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand j'ai terminé mon ouvrage, je parlais de l'émergence d'un mouvement féministe musulman. Aujourd'hui, en 2021, on peut dire qu'il y a un mouvement féministe musulman protéiforme. Merci infiniment. À vous la parole, de président Dr Dahri Abdel Jalil, pour clore notre... Merci beaucoup. Vraiment, j'aimerais bien... ça a été un honneur, personnellement. Pour moi, ça a été un honneur pour la coordination islamique suisse et pour l'Institut Kalima de recevoir aujourd'hui Dr Malika Hamidi. J'aimerais bien signaler quelque chose. Je pense que la femme musulmane est la première victime de la haine et de l'islamophobie qui mène et qui traverse l'Europe. On ne peut pas protéger la femme qui est le pilier de la famille musulmane, la famille en général, sans des structures bien structurées, bien regroupées, bien présentes au niveau politique et social. C'est pour cela que j'aimerais bien terminer mon intervention par un appel de restructuration, parce qu'on voit que les structures musulmanes sont marginalisées, sont éparpillées, conflictuelles parfois, sous des prétextes ethniques, idéologiques, nationaux, etc. Un appel d'unité, parce que la femme musulmane a besoin de protection, d'épanouissement et de respect. Ils sont des structures fortes, présentes, bien structurées. On ne peut pas fournir ce minimum d'existence respectueux pour la femme musulmane en Europe surtout. Merci. Merci infiniment, président du CRI, de l'association CRI, Voix des victimes. Merci infiniment, docteur Malika Hamidi. Avec plaisir. Pour votre présence, pour vos éclairages, vos enseignements, pour votre lumière. Qu'Allah vous accorde davantage et davantage, et que ce message, véritablement que ce message de la paix, je rappelle que le féminisme musulman ici se distingue, on n'a pas eu le temps et vous le faites assez bien dans le courant, se distingue des courants qui sont aussi féministes, qui se proclament ou qui se présentent en tant que féministes, alors qu'eux-mêmes sont dans un extrémisme, ou sont dans le rejet et n'appellent pas du tout à l'inclusion des autres ou la reconnaissance des droits des autres. Donc, véritablement ici, on parle d'un féminisme positif, posé, calme, serein, fondé, vivant, qui appelle les consciences, docteur Malika Hamidi, qui appelle aussi la prise de conscience à l'échelle individuelle pour pouvoir sceller, si vous voulez, cette architecture ou cette toile collective à travers le monde, telle que l'enseignait et le rappelait notre cher fondateur et réceptacle de la révélation, Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que tous les prophètes et les messagers. Ainsi que tous les prophètes et les messagers, c'est très important de le rappeler. Donc, merci infiniment, Dr Malika Hamidi. Merci au professeur Farhad Afshar, président de la coordination des organisations islamiques suisses. Peut-être pourrait-il donner un mot de la fin afin de conclure et de terminer cette séance. Je remercie au passage tous les membres de l'Institut Kalima, M. Ferry, Madame Sarah Abada, Mademoiselle Sarah Abada, Madame Iman Abada, Madame Samia Moukran, Madame Leila Daïs, Madame notre écrivaine et poète, femme poète Nada Al-Haj, et tous les participants, Nadaj, Lalla Shaima,
Madame Samira et tous les autres qui sont venus ou ceux qui sont partis. Président, à vous la parole, peut-être juste pour un mot avant de clôturer. Voilà. Alors, le micro ne marche pas. Le micro ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Juste, voilà, le micro, s'il vous plaît. Cher docteur Hamidi, je vous remercie chaleureusement. C'était très intéressant pour nous. J'espère qu'on va se voir. Inch'Allah. Inch'Allah. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, docteur Malika Hamidi. À très très bientôt de toute manière. Nous, on continuera le travail. On est actifs sur tous les plans, pour nous-mêmes et pour l'humanité, pour la paix et pour la connaissance, principalement. Merci infiniment et à très très bientôt. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.